Bonjour et bienvenue à tous au webinaire Caprinov sur les réchauffements climatiques et ses effets sur les élevages caprins. Je suis Chloé Poitot, rédactrice en chef d'Agri 79 et j'animerai la rencontre. Merci à tous donc d'être là aujourd'hui à l'invitation du réseau Caprinov. Alors c'est une date anniversaire pour le réseau Caprin. 2 ans, tous les 2 ans, c'est Caprinov et on a décidé aussi, enfin le réseau Caprinov a décidé de faire aussi un rendez-vous de la filière caprine les années sans salon à Niort. Et donc ça prend la forme de cet échange aujourd'hui par webinaire sur une thématique très actuelle, le réchauffement climatique, dont les effets ont été sévères cette année et ses conséquences donc dans les élevages. On abordera donc la thématique avec 4 experts qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, vous les voyez encore à l'écran avant qu'ils éteignent la caméra. Donc, dans l'ordre d'intervention, nous aurons donc Aurélie Madrid, ingénieure agronome à l'Institut de l'élevage, spécialité fourrage et pastoralisme, qui reviendra sur le rapport du GIEC et ce à quoi on peut s'attendre en fait dans les prochaines années. On aura ensuite l'intervention de Sophie Espinosa, directrice de la FNEC, Fédération nationale des éleveurs de chèvres, la FNEC, voilà. Suivront, et elle nous parlera donc de la stratégie de la filière face à cette thématique du réchauffement climatique. Viendra ensuite donc Jérémy Jost, lui aussi chargé de projet à l'IDEL, donc Institut de l'élevage, spécialité conduite des petits ruminants laitiers, mais aussi animateur du réseau RedCap. Jérémy, lui, viendra nous présenter des pistes de solutions, à la fois des constats à nouveau, mais des constats techniques cette fois-ci, et des pistes de solutions. Il en faut, et il y en a, heureusement. Et pour finir, on aura donc l'intervention de Joël Limousin, vice-président du Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale, vice-président de la FNSEA, mais aussi agriculteur en élevage bovin et porcin en Vendée. Joël Limousin nous présentera, et c'est pas de refus, la réforme assurantielle pour assurer les récoltes, mais aussi il fera un petit focus sur les manières d'assurer les conditions de sa production avec d'autres choses que l'assurance, notamment le sanitaire et la sécurisation de l'eau. Voilà, vous avez le programme. Merci d'être là, tous et chacun. Et je donne la parole sans attendre au président de Caprinov, mais aussi éleveur en Deux-Sèvres d'un troupeau caprin, Samuel Hérault. Merci Chloé, bonjour à toutes et à tous. Samuel Hérault, moi je suis président du salon depuis maintenant 4 ans. Alors salon qui a eu lieu l'an dernier en 2021 et c'est par rapport à ce décalage suite à la crise Covid qu'on avait décidé de faire une version numérique. Et puis, étant donné l'engouement des personnes, du public sur ce mode de communication, on a décidé pour les 1 an avant Caprinov, c'est-à-dire les années creuses, où il n'y a pas de Caprinov en physique, de faire un petit focus sur un sujet bien particulier. Alors aujourd'hui, en l'occurrence, le réchauffement climatique. Alors, le salon Caprinov, bon, je pense que je ne vais pas représenter, c'est le salon de la filière caprine en général où on essaye de brosser à peu près tous les systèmes. On va bien, aussi bien du fermier, du plus petit fermier au plus gros laitier. On essaye aussi de couvrir à peu près tous les systèmes d'élevage. Et on essaye de traiter à peu près toutes les problématiques, que ce soit sur le stand Capritech ou le nouveau Capri TV, où on a pu après rediffuser des débats qui ont eu lieu sur Caprinov même. Alors aujourd'hui, le sujet qu'on a décidé de traiter, d'aborder, je ne sais pas si on peut dire traiter, ça c'est peut-être pas le mot adapté,
c'est le réchauffement climatique et ses conséquences sur l'agriculture et sur l'élevage caprin en particulier. Alors, pourquoi ce sujet? Bien, j'ai envie de dire, comme l'a dit Chloé tout à l'heure, parce que c'est un sujet qui est vraiment d'actualité par l'année qu'on vient de passer, avec des épisodes de forte chaleur, de canicule qui ont impacté nos élevages, et puis une année de sécheresse qui ont impacté aussi les fourrages pour nos animaux. Je pense qu'aujourd'hui, les éleveurs sont tous sensibilisés à plus ou moins de degré de sensibilisation, mais tous les éleveurs sont concernés par ce problème. Et puis aussi, parce que c'est un sujet qui a été pris à bras-le-corps par l'interprofession, l'ANICAP, suite au Grenelle de l'eau sur les changements climatiques. La filière a dû se donner une feuille de route, comme toutes les autres filières d'ailleurs, toutes les filières d'élevage et autres. L'ANICAP a aussi s'est doté d'outils pour pouvoir mesurer ce réchauffement climatique et aussi pouvoir s'adapter. Et puis, j'ai envie de dire, de cette réflexion est né un projet qui s'appelle Cap Climat, dont les intervenants nous parleront beaucoup plus en détail, qui sont des groupes d'éleveurs sur l'ensemble de la France, qui permettra d'appliquer, de mettre en application tous ces outils sur toute la France. On peut comprendre que le changement climatique qui sera subi en Bretagne ne sera pas forcément le même que celui qui sera subi dans le sud-est de la France. Et puis dans le milieu de tout ça, j'ai envie de dire la première zone laitière de caprine européenne, le centre-ouest, devra aussi se remettre en question voilà, et pouvoir s'adapter à ce changement climatique. Voilà, je tiens aussi à remercier tous ces intervenants qui nous ont fait le plaisir de répondre positivement à notre sollicitation. Et puis, ben, écoutez, je vous souhaite un bon débat et puis je vous retrouve tout à l'heure pour la conclusion. Merci beaucoup, Samuel. Merci à ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Donc, merci de laisser vos vidéos et micros fermés avant les temps d'échange qui sont après chaque intervention. Et maintenant, on passe à la première intervention par Aurélie Madrid, ingénieure agronome à l'Institut de l'élevage. Et vous avez de la chance car elle a décortiqué pour vous le rapport du GIEC. Voilà, on en entend parler tous les jours, mais elle en entend en parler encore plus. Donc, elle va vous présenter des résultats chiffrés et vous dire un petit peu quelles sont les prévisions pour les années à venir. Aurélie, c'est à vous. Oui, merci, bonjour à tous. Donc voilà, moi je travaille sur les impacts du changement climatique et comment on peut s'adapter face à ça à l'Institut de l'élevage dans les différentes filières. Et du coup, pour faire ça, j'ai donc été amenée à essayer de comprendre ce que nous disent et les travaux que font les climatologues. Donc c'est un peu ça que je vais essayer de vous résumer aujourd'hui. Je veux bien que vous avanciez, voilà. Et donc ça, ce que vous avez là, c'est une carte du monde, on est bien d'accord? Et normalement, Élodie, il y a un petit bouton play quelque part si on passe sa souris sur la carte. Qui va permettre, voilà, en bas à gauche, qui va permettre de faire avancer cette carte du monde dans le temps. Vous voyez les années qui défilent à l'écran. Et les couleurs, c'est quoi? C'est la comparaison de la température sur l'année affichée à l'écran, ou le petit paquet d'années affiché à l'écran, comparé à une référence globale, une moyenne globale, sur l'ensemble de la très grande période depuis 1880 jusqu'à 2020. Voilà, on est bientôt arrivé, ça se passe relativement bien de commentaires. Et quand c'était bleu, c'est qu'on était plus froid
la moyenne de la période. Et maintenant, une fois qu'on est arrivé à la fin de la vidéo, on est dans les tons plutôt jaune-orange, voire rouge. Une première chose qu'on peut dire ici, vous voyez, c'est que déjà, il y a des... on n'est rien que sur les températures, on est dans le passé, on regarde dans notre rétroviseur ce qui s'est passé, et on a on voit déjà des différences entre les parties du monde, et notamment entre les continents et les océans. Donc on voit déjà que les terres, les continents, eh ben, ils se réchauffent plus vite que la mer. Pourquoi? Parce que au-dessus de l'eau, ça tempère en fait le réchauffement. On peut avancer. Et donc là, vous avez la même chose pour la France. Il y a plein d'animations, on peut peut-être les passer à la suite les unes à la suite des autres. Vous avez la petite carte qui est la température moyenne de la France sur la partie 1900 jusqu'à 1909. Et si on avance, vous allez avancer sur les pas de temps au fur et à mesure que le temps avance. Et vous voyez pareil, des températures moyennes sur cette période-là, avec les années qui évoluent. Et c'est un peu pareil, les couleurs disent bien la conclusion de la carte. Voilà, on est bientôt arrivé à aujourd'hui. Le temps va s'arrêter en 2009. Et voilà. Ah, pardon. Merci. Du coup, au global, depuis 1900, en France, la température a augmenté de 1,7 degré. À peu près un peu moins d'1 degré à l'échelle du globe. On est à 1,1 là maintenant, par rapport à avant la révolution industrielle. Et ce réchauffement, il s'est accéléré depuis les années 80, à l'échelle de la France comme à l'échelle du monde. Si on regarde les précipitations sur la diapo d'après, merci, voilà. Donc vous avez toujours une carte de France, on est toujours d'accord, et vous avez des petits points qui peuvent être soit rouges, soit verts. S'ils sont verts, c'est que lorsqu'on regarde sur le passé, dans ces zones-là, il y a eu une augmentation de la quantité de pluie par an. S'ils sont rouges, c'est qu'il y a eu une diminution. S'ils sont blancs, c'est qu'il n'y a pas d'évolution. Et l'autre information qu'il y a dans ces petits points, c'est que plus ils sont gros, plus ça veut dire que cette évolution, elle est fiable. Enfin, c'est ça, plus la confiance dans cette évolution est fiable. Si on conclut, on a donc au global, même si ça cache bien sûr des évolutions entre les années, entre les saisons et aussi entre les régions, on a une augmentation des températures sur une grande moitié nord de la France et une diminution sur le sud. On peut passer à la diapo d'après. Je veux bien la diapo suivante, si c'est possible. Merci. Voilà. Juste pour faire une petite distinction entre ce qu'on appelle le climat et ce qu'on appelle la météo. Parce que par la suite, et puis on entend parler parfois à la télé de projections où on nous dit quelle va être la température en 2050. Et on a toujours très envie de faire la petite blague, oui, mais la météo, ils sont pas foutus de nous dire le temps qu'il fera la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'ils en savent bien du temps qu'il fera en 2050? Bon, cette blague-là, en fait, elle marche pas parce que c'est vraiment deux sujets différents. Le temps qu'il fera la semaine prochaine, ça s'appelle de la météo. C'est étudier les conditions de l'atmosphère sur des très courtes périodes. Alors que quand on parle de la température qu'il fera en 2050, c'est du climat. Donc c'est regarder sur des très longues périodes et comparer des longues périodes entre elles en moyenne. C'est-à-dire qu'on va savoir au global, aux alentours de 2050, il fera X degrés de plus que par le passé. Par contre, on n'a aucune idée du temps qu'il fera le 23 novembre 2052. Voilà, donc ça, c'est aussi pour poser un peu le cadre. Donc, quand on parle de changement climatique, c'est des variations de paramètres climatiques sur le long terme. Et je veux bien la diapo d'après, et je vais essayer d'éteindre le petit bip que vous devez entendre en permanence. Ouais, je veux bien toutes les petits dessins de cette diapo-là.
Du coup, c'est un petit peu chargé, mais alors, vous avez vu, on a la Terre, il y a ce qu'on appelle l'hydrosphère, c'est-à-dire les océans, on a ce qui était en vert, c'est-à-dire les continents, et autour de ça, on a en bleu clair l'atmosphère. Vous avez aussi la seule et unique source d'énergie de tout ça, c'est le Soleil. Le Soleil qui envoie son rayonnement vers la Terre et vers l'atmosphère. Il y a une partie de ce rayonnement qui est renvoyée directement par l'atmosphère, et une partie qui rentre. Ça, c'est, vous voyez, la deuxième petite flèche jaune. Ensuite, vous avez des grandes flèches bleues sur la gauche qui vous redispatchent toute cette énergie depuis l'équateur vers les pôles et plein de courants dans l'atmosphère aussi qui répartissent un peu tout ça. Ce rayonnement, une fois qu'il arrive à la surface de la Terre, une partie est renvoyée, une partie s'échappe, une partie revient. C'est ça qu'on appelle l'effet de serre. C'est-à-dire l'atmosphère qui fait comme une serre sous laquelle on mettrait des légumes, qui rattrape le rayonnement et qui le renvoie. C'est un phénomène qui est naturel. Sans effet de serre, on aurait du moins 15, moins 18 degrés à la surface de la Terre, ce qui n'est pas tout à fait ce qu'on a actuellement. Par contre, c'est un phénomène, on y reviendra, qui est naturel, mais qui est renforcé par les activités humaines. Je vois Chloé qui affiche cette vidéo, ça veut dire qu'il faut que j'accélère? Alors, Aurélie, tout à fait. Il reste 5 minutes, 5 grosses minutes, avec beaucoup de choses à dire. Donc, on va entrer peut-être dans le détail du rapport du GIEC, ce qu'on peut en retenir, et puis peut-être les prévisions qui ont été établies à l'issue des observations des scientifiques. Ça marche. Donc, juste pour finir sur celle-là, sur la Terre, vous avez des tas d'êtres vivants. Vous avez aussi des variations de tout ce système climatique qui sont naturelles, qui sont liées au Soleil lui-même, qui sont liées aux volcans, des tas de choses. Et puis, tous les petits dessins en noir, des facteurs de variation qui sont liés aux activités humaines. Et je veux bien la dépo d'après. Et donc, sauf si vous m'arrêtez, mais ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a un réchauffement qui est dû aussi à l'effet naturel des choses, à l'état naturel des choses. Il y a des variations, pas forcément du réchauffement. Il y a des variations qui peuvent être liées à des variations naturelles du système climatique. Et ça, c'était les variations qu'on observait avant la révolution industrielle, par exemple. Par contre, c'est des variations qui s'observent sur du temps très long, comparé aux variations liées à l'activité humaine, qui, elles, s'observent sur des pas de temps très courts, de quelques dizaines, centaines d'années, comme on l'observe actuellement. Je veux bien la petite bulle qui va arriver après, sur cette diapo, voilà. Alors, le dernier rapport du GIEC. Alors, le GIEC, c'est quoi? On entend parler souvent à la télé, mais on ne sait pas trop ce que c'est non plus. C'est plein de chercheurs en climatologie. Là, ils sont en 3 groupes de travail. Et là-dessus, vous avez le premier groupe, qui travaille, donc sont des physiciens, des climatologues, des gens très pointus et qui disent des choses très compliquées. Ils sont 234, ils viennent de 65 pays. Et donc là, c'était leur dernière réunion avant le Covid. Et eux, ils ont travaillé sur la physique du climat. Ils se sont lus à eux tous 14 000 publications scientifiques et ils ont fait un résumé de ça, une synthèse de ça, ça fait 2400 pages. Je ne les ai pas lus. Mais il y a des tas de gens qui ont fait des résumés très très bien. Et la grande conclusion, c'est ce qu'on a mis là sur la diapo, et c'est ce que je venais de dire tout de suite avant, c'est qu'il est maintenant incontestable dans les différentes études qui ont été conduites, que les activités humaines sont à l'origine du changement climatique qu'on observe actuellement, et que ce changement climatique, il rend aussi les phénomènes extrêmes plus fréquents et plus graves. Par phénomène extrême, on entend des vagues de chaleur, des épisodes de fortes précipitations, des sécheresses, principalement. Je veux bien la diapo d'après. Donc là, vous avez les températures observées à l'échelle de la planète, et que ça, depuis 1850 jusqu'à 2020, vous voyez que ça augmente fortement, on l'a déjà un peu dit. Et comment est-ce qu'on explique ça? C'est exactement ce qu'on vient de dire à l'instant. La barre grise, c'est le bâton gris, c'est l'augmentation observée autour de 2020 par rapport à 1850. Et si on essaye d'expliquer ça par les causes naturelles, le bâton, il est tellement petit qu'on ne le voit pas. Donc ça, c'est des toutes petites variations qu'on observe tout en bas. Je veux bien la suivante. Si on veut expliquer le bâton gris,
il nous faut aller aller regarder les facteurs qui sont liés à l'influence humaine. Il y a les gaz à effet de serre qui ont donc un effet réchauffant. Il y a les aérosols, je vais y revenir, qui ont un effet refroidissant. Les aérosols, c'est des toutes petites particules que les différentes activités émettent dans l'atmosphère et qui, elles, ont un effet refroidissant parce que ça fait comme des mini parasols qui renvoient le rayonnement vers l'atmosphère. Alors on pourrait dire, bah, c'est génial, puisque ça refroidit, allons-y, mettons-en plein dans l'atmosphère. Bon, sauf que non, parce que bah, ces aérosols, alors oui, ils ont cet effet refroidissant, mais ils ont aussi des conséquences en santé animale et surtout humaine aussi, donc des conséquences importantes. C'est tout quand on parle par exemple, de particules fines et d'épisodes de pollution aux particules fines, c'est ça, par exemple. Donc voilà, on a de l'influence humaine dans les deux sens, et c'est la soustraction des deux qui permet d'expliquer l'augmentation actuelle. Et on va avancer. On va lancer la suite, ce qui nous attend pour l'avenir. Pas forcément optimiste, mais si on peut donner voilà, quelques données scientifiques, sachant qu'il reste 3-4 minutes. Allez, si on veut ensuite avoir des échanges avec les participants. C'est parti. Voilà, ben ça on l'a déjà dit, hein, de toute façon, le changement climatique, c'est des évolutions de tendance de température moyenne, et c'est aussi des phénomènes extrêmes qui sont à la fois plus intenses, également plus fréquents, et pour certains même qu'on va retrouver dans des régions qui ne les connaissaient pas jusqu'ici. Je veux bien la suivante. S'il nous reste 3 minutes, on va peut-être passer ça, et on va avancer jusqu'aux cartes de France. Voilà. Donc vous avez ici, alors pour vous le faire vite, les lignes, c'est les scénarios climatiques, donc c'est les politiques qu'on met en place ou pas. En haut, on a des politiques très ambitieuses, COP21++. En bas, on ne fait rien du tout, et puis entre les deux, il y a un scénario intermédiaire. Première colonne de carte de France, c'est la situation actuelle, c'est des températures moyennes. Vous voyez que il fait froid en montagne, il fait chaud autour de la Méditerranée. Jusque-là, rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de dire. Et ensuite, les 3 colonnes suivantes, c'est un futur proche, un futur moyen et un futur lointain. Et on regarde en comparaison avec la référence, donc la première colonne, s'il a fait plus chaud, et donc là c'est en rose ou en rouge selon s'il a fait plus chaud ou beaucoup plus chaud, pas s'il a fait, c'est pas du tout ça. S'il est prévu qu'il fasse plus chaud ou beaucoup plus chaud. Et puis si par hasard les modèles nous disaient on suppose que dans le futur il va faire plus froid, ça apparaîtrait en bleu. Vous voyez qu'on n'a pas de bleu sur les cartes. Qu'est-ce qu'on dit là? Que quelles que soient les politiques mises en place ou pas mises en place, de toute façon, ça va se réchauffer, ça va continuer de se réchauffer au moins jusqu'au milieu du siècle. Et ce qu'on voit aussi sur certaines cartes, vous le voyez bien, on a aussi un gradient avec des régions de France qui se réchauffent plus ou moins que d'autres. On va avancer. Là, c'est exactement les mêmes lignes et les mêmes colonnes, et on a compté pour les mêmes périodes le nombre de jours chauds, c'est-à-dire le nombre de jours où les températures maximales dépassent 25. C'est un calcul que font un peu de façon générale les climatologues. C'est intéressant pour nous parce qu'au-dessus de 25, nos graminées elles commencent à avoir un peu du mal. Donc, vous voyez que plus ça va, plus des jours chauds on en voit, et plus on en observe aussi dans des régions où il n'y en avait pas énormément jusqu'ici. On va avancer sur les précipitations normalement. Toujours les mêmes lignes et les mêmes colonnes. Et vous voyez que là, c'est un peu moins marqué. Pourquoi? Parce qu'on a un peu de mal à donner les grandes tendances à partir de ces cartes-là. Pourquoi? Parce que les précipitations, c'est quelque chose de très variable et qui reste variable dans le futur, en fait, quel que soit le scénario. On retrouve peut-être un peu parfois, dans certains cas de figure, ce qu'on avait par le passé, avec un peu plus de précipitations au nord, un peu moins au sud. Mais de toute façon, ça, c'est à l'échelle de l'année, et ça ne nous dit pas à quel moment est-ce que cette eau, elle va tomber. Et ça ne nous dit pas non plus
ça nous dit, oui, c'est ça, ça nous dit pas à quel moment de l'année, comment ces précipitations se répartissent dans l'année, et quelle est la variation d'une année sur l'autre. Ce que normalement, on va voir dans la diapo suivante. C'est bien qu'on avance. Merci. Alors là, on va aller à Bressuire, pour ceux qui connaissent. Et on a représenté sur ce graphique-là le cumul de précipitations à l'échelle de l'année. Premier paquet de points, c'est par le passé. Et vous voyez qu'on peut avoir d'une année sur l'autre une différence de 400 mm. 400 mm sur l'année, ça commence à faire. Et puis vous voyez que deuxième et troisième paquet de points, pour un futur moyen et un futur lointain, on retrouve cette même fourchette de variation d'une année sur l'autre. Donc ça, voilà, cette variabilité, on l'a actuellement et on la garde. Et j'accélère. Je voulais vous proposer de choisir vos 2 slides préférés pour finir. Je voulais quand même montrer celle-ci, où on a ce que je vous ai mis là, c'est les tendances pour chaque mois de l'année. Alors, il ne faut pas le regarder mois par mois vraiment, mais ce qu'on peut pour voir un petit peu la répartition dans l'année. Non, je veux bien qu'on revienne. Merci. On a un petit peu la répartition selon les mois de l'année. Et vous voyez que c'est plutôt dans les roses sur l'été, donc peut-être un peu moins de pluie sur l'été. C'est un peu ce qu'on observe aussi. Et c'est plutôt dans les bleus sur l'hiver, donc aussi, ça veut peut-être dire que les précipitations en hiver seraient plus importantes. La suivante, c'était, comme m'a dit Chloé quand on a préparé la carte qu'on apprend en CE2, avec les climats dans les différents climats en France. Vous voyez que si on se projette à 2100, bah, ceux qui seront en CE2 en 2100, ils n'apprendront pas la même chose que nous. Et on peut avancer. Et puis on va peut-être s'en arrêter là, parce que de toute façon, je crois que Jérémy reprendra cette carte. Tout à fait. Cette diapo qui nous dit que les différents paramètres climatiques agissent sur les animaux, ont des conséquences sur les animaux, ont des conséquences sur les ressources alimentaires pour ces animaux, et que l'ensemble de tout ça a des conséquences sur les systèmes. En effet, Jérémy reviendra sur le sujet avec la même slide tout à l'heure. Merci beaucoup Aurélie pour cette présentation avec ces perspectives qui ne sont pas très réjouissantes, mais on va voir ensuite comment la filière veut et peut s'adapter. Donc merci. J'invite ceux qui le souhaitent à prendre la parole pour poser d'éventuelles questions. Ça peut être par le chat ou en levant la main. C'est le moment on va se donner 3 minutes pour prendre une question ou deux. Et s'il n'y en a pas, alors allez-y, c'est le moment. Je ne vois pas de main se lever. S'il n'y en a pas, moi j'en ai une. Très brièvement, sur toutes ces projections qui annoncent une pluie à répartition différente, de la sécheresse répétitive, des événements compliqués et cette hausse des températures. Parmi toutes ces prévisions, l'année 2022 très exceptionnelle qu'on vient de connaître, comment elle se place par rapport à ces prévisions l'année 2022 est-ce qu'elle est exceptionnelle ou est-ce qu'elle n'est plus exceptionnelle? Comment on peut la placer? Alors, encore une fois, les gens qui travaillent là-dessus en climatologie, de ce qu'ils ont regardé, ils disent que 2022, c'est un avant-goût de la moyenne de 2050. Ce qui ne veut pas dire qu'on va avoir 2022 tous les ans. Ce qui veut dire qu'en moyenne, en 2050, on aura 2022. Donc, si c'est en moyenne, je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours de maths, si en moyenne on a 2022, ça veut dire qu'il y a des années moins pires et il y a des années encore pires que 2022 à cet horizon-là. Ok, merci beaucoup.